Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Des centaines de personnes à évacuer et à reloger. Un screening médical, des enjeux sanitaires et sécuritaires aussi. L'occupation du bâtiment de la rue des Palais devait prendre fin aujourd'hui à Schaerbeek. Pendant des mois, ce bâtiment a accueilli des centaines de personnes, jusqu'à 1 millier de personnes à certains moments. Pour la plupart des demandeurs d'asile laissés à la rue, faute d'hébergement suffisant dans les structures de fait d'asile. Alors que vont devenir ces personnes maintenant? Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour trouver une solution? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet épisode où la crise de l'asile se superposait à une crise du sans-abrisme? On va en débattre maintenant. Voilà, et nos invités ce soir, ce sont Ariane Dirix, vous êtes la directrice de l'ASBL Lilo. Lilo qui assure l'hébergement, le relogement d'un certain nombre de sans-abri, y compris notamment en région bruxelloise. Et Mehdi Kassou, vous êtes le porte-parole de la plateforme citoyenne Bruxelles Refugees. Je vais commencer avec vous, Mehdi Kassou. Ce bâtiment, il ferme. Les autorités se sont engagées à chercher des solutions pour tous les résidents, qu'ils soient des demandeurs d'asile ou qu'ils aient un autre statut. C'est un soulagement pour vous, cette fermeture, ou pas ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de soulagement, parce que c'est une fermeture qui a des implications humaines extrêmement compliquées. Par ailleurs, je crois qu'il est difficile, alors qu'il est, de parler de solutions pour l'ensemble des personnes qui logeaient à Palais. Je crois que tous les efforts sont faits en ce moment pour essayer de trouver une solution pour tout le monde, sauf que le palais des droits, comme il est appelé, n'est finalement que le reflet, le sommet de l'iceberg, mais le reflet d'une crise bien plus profonde. Et donc, il y a, au moment où on parle en ce moment, des centaines d'autres personnes qui gravitent toujours autour du Petit Château, à Pacheco, dans les métros bruxellois. Donc les constats sont alarmants. Donc c'est un petit soulagement parce qu'on sait qu'il s'est passé des drames. Pas plus tard que cette nuit, une personne est encore décédée dans le bâtiment. Donc on pense effectivement que trouver des solutions pour les personnes qui vivaient dans des conditions désastreuses est positif. Mais ça reste à nouveau qu'une toute petite solution face à un problème gigantesque. Oui. 3 mois d'occupation et donc d'hébergement dans ce bâtiment avec des problèmes de sécurité, on vient de le dire. On aurait pu trouver une solution plus tôt, Ariane Dirix, ou pas ? On peut toujours trouver des solutions meilleures que celle-là. D'abord, je pense qu'il faut rappeler quand même que ce qui se passe aujourd'hui à la rue des Palais, et comme le dit Mehdi dans beaucoup d'autres endroits à Bruxelles, c'est la conséquence d'un État voyou qui ne prend pas ses responsabilités, qui refuse d'appliquer des décisions de justice. On sait que l'État belge fédéral a été condamné plusieurs dizaines de fois, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, des milliers de fois, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, pour non-respect d'un certain nombre d'engagements qu'elle avait pris. Il y a une loi, la loi de l'accueil, la loi d'asile, qui dit que toute personne qui arrive sur le territoire belge et qui introduit une demande d'asile doit pouvoir recevoir un lit. L'État belge ne respecte pas cet engagement-là et décide, malgré la décision de justice, de ne pas appliquer cette décision. Ouais, malgré tout, le bâtiment est en train d'être fermé. Je précise qu'on enregistre cette émission en début d'après-midi, donc les opérations de police sont en cours. C'était indigne de laisser des gens dans ce bâtiment-là, où on va rappeler, il n'y avait pas de chauffage, il y a très peu de sanitaires, ça devenait compliqué. C'est des situations qui sont toujours catastrophiques. Dès que des groupes de personnes doivent s'installer dans des infrastructures qui sont souvent insalubres, qui ne sont pas aménagées pour pouvoir accueillir autant de personnes, où il n'y a pas assez de toilettes, où il n'y a pas assez de douches, où il y a des problèmes de violence parce que les personnes sont sous tension en permanence, parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement social, ou pas du tout d'accompagnement social, puisque là, il n'y a pas de budget qui était prévu pour ça, forcément, ça conduit à des conditions de vie désastreuses, parfois des morts. Effectivement, cette nuit, malheureusement, une personne est décédée. Donc c'est clair que c'est très très compliqué. Ça l'est encore plus, ce n'était pas le cas à la rue des Palais encore une fois, mais c'est le cas dans d'autres sites quand il y a des femmes et des enfants, parce que là on assiste à des problèmes de violence sexuelle. Les enfants sont dans des conditions de vie catastrophiques, non scolarisés, donc c'est clair que c'est toujours catastrophique ce genre de situation. Ouais, donc rue des Palais, il y avait exclusivement que des hommes. Je voudrais qu'on entendre justement deux occupants de cet immeuble de la rue des Palais pour commencer un petit peu ce débat et pour poser ce décor et puis pour leur donner la parole aussi. Ce sont deux témoignages qui ont été recueillis hier par Bernard Denuy et Béatrice Broutou. Ils nous ont dit hier qu'ils allaient évacuer tout le monde du bâtiment. Nous sommes donc sortis ce matin et depuis nous sommes en train d'attendre. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas d'espoir dans cet endroit. Nous ne connaissons pas vraiment notre statut. Je me suis enregistré ici il y a 3 mois et depuis 3 mois je n'ai pas d'abri. La situation est trop difficile pour les gens ici.
Et je ne sais pas ce qu'ils feront pour ces gens. Ils sont dans une situation compliquée. La température est très froide. Voilà comment ça se passe pour le moment. On verra ensuite. Oui. Alors voilà, 2 témoignages. Mehdi Kassou, vous qui êtes allé à la rue des Palais, vous y étiez encore hier, c'est qui les occupants? On voit des gens plutôt d'Europe de l'Est, plutôt d'Afrique noire, plutôt du Moyen-Orient. La grande majorité des personnes présentes dans Palais sont des demandeurs d'asile. Donc, ce sont des personnes qui sont arrivées en Belgique depuis différents pays, l'Afghanistan, le Burundi, la Syrie. Donc, différentes communautés sont dans le bâtiment. À ces personnes sont venues s'ajouter d'autres personnes en situation de sans-abrisme qui sont venues vivre dans le bâtiment. Toutes, en tout cas pour près de 90% d'entre elles, avaient effectivement ont le droit, l'ont toujours. Donc ça, il y a un screening qui a été effectué. Il y a un screening qui a été effectué. Et donc à ils la étaient fin effectivement dans la très très grande majorité des demandeurs d'asile, contrairement à ce que certains avaient affirmé au début de l'occupation. Absolument. Donc ce sont majoritairement des demandeurs d'asile, donc a priori ils devraient être chez Effet d'asile aujourd'hui. Ce qu'on voit, et je réagis au deuxième témoignage, la personne signalait qu'elle est venue s'enregistrer à Palais. Donc ça témoigne, je trouve, de l'absence totale et complète de Fait d'asile et par ailleurs du gouvernement fédéral sur la question, parce que finalement Palais, et on le voit dans la pratique aussi, est devenu l'endroit à partir duquel aujourd'hui Fait d'asile admet au quotidien, ou en tout cas essaye d'organiser l'admission de 40 personnes. Donc le petit château qui est supposé être l'endroit dans lequel ça se déroule finalement n'a toujours pas ou très peu réouvert ses portes, et on voit que les personnes qui arrivent aujourd'hui en Belgique ont compris qu'elles doivent se diriger vers un squat pour pouvoir espérer être prises en charge. Passer par ce squat, c'est évidemment passer par toutes les conditions absolument désastreuses que ça implique. Oui, un petit mot quand même sur la manière dont se déroulent les opérations, parce qu'elles ont commencé hier. Donc on a dit qu'à certains moments, il y avait jusqu'à 1000 personnes dans cet immeuble. On était aussi ensuite stabilisé dans un chiffre aux alentours de 700. Une grande partie Fait d'asile a dit qu'elle allait s'occuper de leur relogement. Et puis ce matin, on voyait quand même, donc il y avait une partie des personnes qui ont été relogées hier soir, mais ce matin, il y avait de nouveau plusieurs centaines de personnes rue des Palais. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été prises en charge lors de la première journée? Effectivement, donc le problème est double. D'abord, à partir du moment où on annonce à des milliers de personnes en rue qu'elles vont être prises en charge à partir d'un dispositif qui est un squat, ça génère une arrivée de tous ces demandeurs d'asile dont on parlait tout à l'heure, qui sont à Pacheco, qui dorment sous des tentes en face du petit château depuis des mois, et qui donc, avec l'espoir de trouver une place, se sont dirigés vers le lieu. Ensuite, il y a la participation finalement du fédéral à cette opération, qui est une opération régionale. Je dois dire que de là où on se situe, nous en tant qu'opérateurs, on voit que la région a mis en place tout ce qu'elle pouvait avec les moyens, les partenaires, le secteur, pour pouvoir faire face à cette situation. Donc la région bruxelloise joue son rôle. Donc la région bruxelloise, dans ses responsabilités, joue son rôle, en tout cas essaye de trouver des solutions. On voit qu'effectivement le nombre de places va être insuffisant. On voit qu'il y a, à nouveau, ce sont plusieurs milliers. Je crois qu'en termes d'arriérés aujourd'hui, on est à plus de 3000 demandeurs d'asile qui attendent d'avoir une place. Donc on sait que la région essaye, donc les partenaires bruxellois, le SAMU social, les ONG, Médecins du Monde, la Croix-Rouge, la plateforme citoyenne, ont mis en œuvre toute une série de solutions. On essaye, mais on sait aussi que ce sera absolument insuffisant. Et donc c'est important d'insister sur le fait que entre organiser une opération qui vise à sortir des personnes des conditions absolument désastreuses dans lesquelles elles vivent et pouvoir être en mesure d'organiser la gestion de la crise de l'accueil sont deux choses complètement différentes. Et ici, c'est ce qui se produit. On gère une crise qui est celle des habitants de Palais. Ce qu'on ne gère pas, c'est la crise dans son ensemble. Et on voit en fait que, pas plus tard que hier soir ou encore aujourd'hui, plus que probablement demain, il y aura encore des centaines, des milliers de personnes qui seront en rue. Et donc, j'insiste là-dessus, le risque de voir d'autres bâtiments être occupés dans les mêmes conditions. Ouais, un petit éclairage là-dessus, Ariane Derrix. Théoriquement, donc l'hébergement, l'accompagnement des demandeurs d'asile à partir du moment où ils ont rempli le formulaire, c'est Fait d'asile, c'est l'État fédéral. En effet. Les autres publics, le sans-abrisme d'une manière générale, qui ne relèvent pas de Fait d'asile, c'est plutôt une compétence de la région bruxelloise. Est-ce que c'est si clair que ça dans la pratique, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Alors on sait bien que les gens, ils fréquentent tous les services qui sont à leur disposition et le bouche-oreille fonctionne bien plus que tout le reste. Et une personne qui vit en rue, qu'elle soit demandeuse d'asile, avec ou sans autorisation de rester sur le territoire, elle va finir par fréquenter les services dont elle entend parler. On voit arriver, nous, dans nos secteurs qui sont financés par la région bruxelloise, des personnes qui sont effectivement en situation de demande d'asile et qu'on essaie d'accompagner aussi. Ces personnes Ça veut dire que vous n'allez pas leur dire, vous ne devez pas être chez nous, je vous renvoie vers Fait d'asile? Bien sûr que non. C'est clair qu'il y a forcément toujours au minimum un premier accueil. On essaie de comprendre la situation de la personne, on essaie de voir si on peut effectivement réorienter efficacement. Mais quand il y a
des solutions si peu qualitatives que celles qui sont proposées aujourd'hui, forcément, on ne renvoie pas simplement les gens à la rue. On essaie de leur proposer au minimum les services de première nécessité. Un petit mot quand même sur le travail de l'îlot. Vous avez des maisons d'accueil avec un premier hébergement. Le but du jeu, c'est après d'avoir des relogements dans des habitations classiques. Nous avons des maisons d'accueil et des centres de jour, en fait, où on peut vraiment faire le premier accueil, répondre aux besoins de première nécessité. En effet, la finalité de notre travail, c'est de pouvoir reloger les personnes. Oui, je reviens sur la rue des Palais, Mehdi Kassou, parce qu'on a parlé donc de 700 personnes. Théoriquement, fait d'asile devrait en prendre une très très grande partie. On sait que la Croix-Rouge a ouvert un immeuble. On sait que vous, à la plateforme, vous avez créé des nouvelles places, le SAMU social aussi. Oui. Donc, le SAMU social crée des places, la plateforme citoyenne crée des places, la Croix-Rouge crée des places. Et j'insiste, effectivement, il y a un principe en région bruxelloise qui est le principe de la conditionnalité qui s'applique. Donc l'ensemble de ces dispositifs ont pour objectif de rencontrer les personnes qui sont en rue et de leur offrir un accompagnement, une aide sociale. Et donc la région, elle, tient compte de la diversité des profils administratifs, si je peux parler comme ça, des personnes en rue. Mais il s'agit, il faut bien le souligner, de politique de lutte contre le sans-abrisme et en fait pas de politique en lien avec l'asile et la migration. Et si on parle de la plateforme citoyenne Bruxelles Refugees, on se rappelle des grandes vagues migratoires précédentes où beaucoup de citoyens s'étaient mobilisés pour accueillir des personnes chez eux. Maintenant, vous gérez plutôt des hébergements. Il y a la Porte du Lys. Vous allez accueillir dans le cadre de la rue des Palais combien de personnes? Alors, à la Porte du Lys, on a accueilli 80 personnes, une cinquantaine de personnes dans un deuxième dispositif à Bruxelles, une centaine de personnes dans un dispositif à Anderlecht. Donc, ce sont en fait plusieurs centres en région bruxelloise aujourd'hui qui, alors pour la majorité, étaient déjà occupés avant cette opération à plus de 50% par des demandeurs d'asile, ce qui pose donc quand même la question finalement de ces dispositifs et du public qui l'accueille et de la responsabilité du fédéral là-dedans. En plus de cela, il faut quand même le souligner parce que je crois qu'il nous regarde. Il y a aujourd'hui encore au quotidien environ 200 personnes tous les jours qui sont hébergées chez des citoyens, des personnes qui en ce moment même s'offusquent de voir les personnes en rue, donc continuent à aller, que ce soit au Palais, à Pacheco, au Petit Château pour sortir des gens de la rue, ne serait-ce que le temps d'une nuit. Mais donc aujourd'hui, à la plateforme citoyenne, on parle de places en centre de près de 1000 places, plus plusieurs centaines de places dans des hébergements collectifs qui sont des plus petites structures, plus de plusieurs centaines de places chez des familles. Donc ce que ça souligne à nouveau, au-delà de la capacité de la plateforme à mettre en œuvre des dispositifs, c'est surtout qu'il y a un problème qui est grandissant. C'est le fait que la plateforme grandisse dans son action est juste le résultat finalement d'un problème qui grandit et qui ne s'est pas résolu de 2015 à aujourd'hui et qui s'est même, à mon sens, aggravé. Alors, on va réexpliquer ce qui se passe rue des Palais. S'il y a une évacuation, c'est parce qu'il y a eu un accord entre la commune de Schaerbeek, la région bruxelloise, l'État fédéral et fait d'asile, et que cet accord a donc prévu de mettre fin à l'occupation avec théoriquement la promesse d'hébergement. Cet accord, il n'a pas été si facile que ça à mettre en place. Il a fallu beaucoup de discussions. On va écouter le témoignage de François Bertrand, c'est le directeur de Bruxhelp. C'est l'organisme qui coordonne l'accueil des sans-abri en région bruxelloise. Il était dans notre matinale Bonjour Bruxelles, c'était vendredi dernier. François Bertrand. Il a fallu mettre différents niveaux de pouvoir autour de la table. On y est parvenu. Alors le désavantage, c'est que ça prend plus de temps, c'est complexe, c'est compliqué. C'est aussi pas procéder à tout un screening médical. Donc vous l'avez cité, toutes les problématiques de parasites, de maladies, etc. Ça va pouvoir être traité dans un centre spécifique où chaque personne aura droit à manger, dormir et obtenir un rendez-vous avec un médecin et une décontamination des effets personnels. Tout ça a été mis en place, c'est vrai, en moins de 15 jours, mais je pense qu'on va y arriver. Et c'est malheureusement une nécessité, autant pour la dignité des personnes que pour leur réintégration. Ariane Derricks, François Bertrand, il met le doigt sur un des problèmes, c'est la coordination entre les différents niveaux de pouvoir, et en particulier lorsqu'on parle de l'asile, puisque ça relève du fédéral. Oui, mais c'est clair. Je disais tout à l'heure que la situation de la rue des Palais, c'est la conséquence de la non-prise en considération par l'État fédéral de ses responsabilités. C'est ce que disait Mehdi Kassou aussi. Et donc forcément, à un moment, il y a bien quelqu'un qui doit agir. Et aujourd'hui, on voit bien que la région bruxelloise, elle agit à l'endroit où l'État fédéral n'agit pas. C'est-à-dire que la région pallie les manques de l'État ? Très clairement, aujourd'hui, très clairement. Mehdi Kassou, est-ce qu'on peut espérer... Il y a quand même un accord, et ça, c'est une première. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a un avant et un après, que le fédéral et fait d'asile vont jouer plus leur rôle à l'avenir ou... Alors à nouveau, moi je suis dans la position d'observateur et d'opérateur et ce que je peux dire c'est que le fédéral, en tout cas sur le terrain, apparaît très peu. Donc voilà, dans la pratique, entre hier et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des opérateurs bruxellois, ce sont des instances ou des collectifs ou des associations bruxelloises qui répondent à l'appel et à l'organisation, à la coordination de la région bruxelloise pour gérer la situation. C'est quoi ? C'est un manque d'engagement politique ? C'est une frilosité ? C'est un manque de volonté politique, je crois. On le voit
voit aujourd'hui, et je prends l'exemple de cette évacuation-ci, un dispositif a été mis en place dans un gymnase avec un screening médical, une décontamination des vêtements. Et donc on a là un ensemble de partenaires qui ont réussi à se réunir pour mettre en œuvre un dispositif qu'on appelle de nos voeux depuis près de 6 mois. Donc pour rappel, depuis en fait près d'une année aujourd'hui, on a déposé une feuille de route auprès du gouvernement fédéral qui a été accompagnée 6 mois plus tard de quelques objectifs beaucoup plus spécifiques, dont celle de pouvoir mettre un dispositif de ce type-là, hôpital de campagne, qui permettent de rassembler les personnes, de leur offrir des soins, de l'information, un hébergement pour ensuite les orienter. Ce qu'on voit, c'est que la région, finalement, a réussi à réunir les énergies et les moyens pour le faire, mais que le fédéral brille toujours par son absence. Et donc, on en appelle quand même toujours au fédéral à pouvoir mettre en place ce type de dispositif pour gérer ce qui suivra demain. Ariel Derix, François Bertrand a dit quelque chose d'important. La première chose pour les personnes, on les sort de la rue des Palais, c'est leur assurer un accueil médical et puis un accompagnement social. C'est comme ça qu'on doit procéder. C'est pas juste un lit en fait. Si on veut faire un trajet d'insertion ou de réinsertion, il faut accompagner. Il faut d'abord permettre aux personnes de sortir de l'urgence. La vie en rue, elle est juste épouvantable. Il faut permettre aux personnes de répondre à leurs besoins de première nécessité, manger, se reposer, se laver, avoir accès à des toilettes, etc. etc. Une fois que les personnes sont prises en charge à ce niveau-là, on doit pouvoir individuellement faire du travail sur mesure avec chaque personne, avec chaque famille. Et ce n'est que par ce travail psychosocial global qu'on arrive, et tout à fait adapté aux besoins des personnes, qu'on arrive vraiment à aller vers des solutions plus durables. Mais ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut traiter éventuellement des maladies, éventuellement des inquiétudes, et après il faut souvent une aide administrative. Une aide administrative, une aide sociale, comprendre quelles sont les multi-problématiques rencontrées par les personnes et par les familles. Chaque situation est différente. Nous avons un projet qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelle ISSU, qui est une alternative à l'accueil d'urgence qu'on était en train de mettre en place avec des opérateurs qui sont à la fois des opérateurs de l'urgence et des opérateurs plutôt impliqués dans les solutions d'insertion sur le long terme. C'est Diogène, le SAMU social, l'ILO, le SMES, Pierre d'Angle. Ce dispositif, en fait, en quoi consiste-t-il? Ce sont des logements temporaires, vides, que nous obtenons gratuitement de la part d'opérateurs comme les AIS, les CISP, donc Sociétés de logements sociaux, des logements les CPS, qui sont inoccupés et qu'on les met à disposition. Des logements en attente de rénovation qu'on nous met gratuitement à disposition et qui nous permettent de reloger des personnes de manière temporaire. On peut aller jusqu'à des domiciliés parfois dans ces logements. Durant la période temporaire de relogement, les personnes peuvent se poser, se reposer, être soignées, être accompagnées individuellement par des assistants sociaux qui vont envisager pour chacune des personnes des solutions adaptées. Et ça permet de réouvrir des droits, même dans des situations qui paraissaient complètement désespérées. Ouais, mais donc là, il faut d'abord avoir un logement, enfin la possibilité de... Alors, sédentariser un peu la personne. Il faut casser la croyance, en fait, qu'une personne qui n'a pas de revenus, et donc en particulier, par exemple, les personnes sans papier, ne peuvent pas avoir de solution durable de relogement. Ça peut fonctionner dans des situations bien particulières comme celles que j'explique, parce qu'on peut redomicilier dans des logements temporaires sans loyer. Ça existe. Donc, je fais un appel ici aussi à tous ces opérateurs qui doivent pouvoir nous mettre à disposition plus de logements vides. On peut les gérer et accompagner alors les opérateurs de l'asile à pouvoir accompagner des publics comme ceux-là. Voilà, donc pour ça, il faut répondre à l'appel, il faut contacter l'ILO. Donc c'est le dispositif qui s'appelle ISSU. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qu'on appelle les MENA, donc les mineurs non accompagnés. Il y en avait beaucoup rue des Palais et il y en a beaucoup dans le public des demandeurs d'asile médicaux. Il y en a beaucoup dans le public et donc là, d'où l'importance à nouveau du travail social parce que on sait que les MENA ont tendance à se cacher parmi les adultes. Et donc, mais si on a un peu les yeux bien ouverts à Bruxelles, on en voit beaucoup. Voilà, alors nous, on estime un petit peu moins de 30% le nombre de personnes qui ont moins de 18 ans dans nos dispositifs. Et donc, oui, l'apport du LIS et les autres dispositifs regorgent de MENA. À Palais, il y en avait. En rue, il y en a qui sont estimés à plusieurs milliers. Les chiffres au niveau de l'Europe donnent le vertige. On parle de plusieurs dizaines de milliers de MENA qui sont en circulation, sans compter ceux qui ont disparu. Donc, ils sont super présents, effectivement, dans ces populations. Et donc, ce sont plutôt des jeunes garçons, la plupart du temps. Oui. Ils ont quoi? Ils ont 14, 15, 16 ans? Le plus jeune que nous ayons rencontré avait 9 ans. Et ils ont, en général, entre 13 et 17 ans. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas les laisser trop longtemps en rue, dans la nature, sans accompagnement, parce que c'est une proie facile pour la délinquance. Évidemment, au-delà de la délinquance, ce sont d'abord des proies faciles pour toute une série d'agresseurs. On peut parler d'agresseurs sexuels. Ce sont aussi des proies pour d'autres bandes organisées, mais ce sont surtout des personnes extrêmement fragiles. Donc, ce sont des enfants, il faut le dire. On parle de MENA, c'est très générique, mais donc il s'agit d'enfants qui sont sujets à la vie en rue. Et donc, les problèmes qui peuvent découler de la vie en rue sur la santé mentale, sur les problèmes d'addiction, etc., sont extrêmement nombreux. Et ces enfants, en fait, très souvent, quand on les récupère, ils ont besoin de soins, d'énormément de
soins pour les ramener vers un semblant de normalité. Et ça, c'est effectivement une conséquence de l'abandon à l'échelle européenne de ces enfants. Ouais, à Lilo, vous avez un programme, il s'appelle Macadam. Hein, ça, sur, en effet, on a cofondé il y a quelques années un centre de jour qui s'appelle Macadam, dont la mission était d'accompagner des enfants, des jeunes en fait, en errance, plutôt public sans-abri classique. Et quelques mois après l'ouverture du centre, on s'est rendu compte que la très grande majorité des jeunes qui fréquentaient le centre, encore aujourd'hui, ce sont des MENA. On est descendu jusqu'à 8 ans dans l'accueil de très jeunes. Un enfant de 8 ans qui est arrivé tout seul en Belgique. Qui se retrouve effectivement à fréquenter ce centre. Et les situations sont catastrophiques, il faut bien se rendre compte. Ce sont des jeunes qui sont tellement dans le désespoir parce que sans autre horizon que d'errer en rue, qu'ils finissent par tomber dans des addictions très fortes, très graves. Ils arrivent dans ce centre de jour dont je parle le matin complètement défoncés, je ne peux pas le dire autrement. Il y a des problèmes de violence catastrophiques qui s'installent dans des groupes qui deviennent des gangs les uns contre les autres. Entre eux, ils deviennent violents. Je pense que c'est une situation qui est extrêmement alarmante, qui n'est pas assez dénoncée. On abandonne ces enfants, effectivement, au sort de quelques associations qui essaient de faire ce qu'elles peuvent, mais là aussi, l'État manque à ses devoirs. Alors, Mehdi Kassou, on est en pleine crise de l'asile. On sort peut-être de la crise de l'occupation de la rue des Palais. Et on doit se dire, c'est pas fini, il y aura d'autres vagues migratoires et il y aura d'autres situations d'urgence dans les mois à venir ou dans les années à venir. Alors, je préfère parler de crise de l'accueil que de crise de l'asile, pour choisir mes mots. Oui, en fait, effectivement, les crises, elles se succèdent. On a eu la crise de 2015, on a eu une crise en 2017. On a été sauvé par le Covid, mais finalement, on a eu droit à une autre crise. C'est juste que les migrations étaient ralenties par le Covid. Il y a eu ensuite le conflit en Ukraine. Globalement, les déplacements migratoires, a priori, selon tous les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, ne vont pas baisser. Ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir une Belgique, en tout cas la Belgique à laquelle on appartient et dans laquelle on opère, véritablement se dégrader sur ces aspects. Donc on n'a non seulement pas de solutions qui sont mises sur la table, mais en plus on a des politiques qui ne tentent pas à nous rassurer sur la suite. On voit le nombre de personnes en rue augmente d'année en année, malgré en fait une augmentation qui n'est pas si importante que ça en termes de demande d'asile. On a des chiffres qui nous sont envoyés, 100 000 pour l'année dernière, en fait, dont 60 000 Ukrainiens pour lesquels le dispositif de protection temporaire a très bien fonctionné. Donc ça veut dire qu'il en reste 40 000. 40 000, c'est en fait les mêmes chiffres que pré-Covid. Donc il n'y a pas en soi de vague migratoire extraordinaire cette année. Ce qu'il y a, c'est une non-gestion en fait de l'accueil en Belgique, une très très mauvaise gestion par la limitation du nombre de places, par la durée interminable que prennent les décisions. Donc aujourd'hui, l'embolie, elle se situe à l'entrée parce que les places ne suffisent pas, mais elle se situe surtout au sein des dispositifs parce que les décisions d'asile ne tombent pas. L'Afghanistan est un exemple pour moi criant. On sait qu'on ne renvoie plus personne en Belgique. On a mené des opérations pour aller sortir des Afghans du pays et aujourd'hui, on ne délivre pas de protection, même pas de protection temporaire. Les gens restent en attente de procédure. Qui représente globalement 40% des 30 et quelques mille places aujourd'hui. Donc c'est incroyable de voir un pays en pleine crise de l'accueil, un gouvernement fédéral et plus singulièrement une secrétaire d'État à l'asile et à la migration, voir aujourd'hui son dispositif être complètement saturé, jusqu'à avoir son personnel qui se met en grève et ne pas être en mesure de prendre des décisions aussi simples que pour des pays comme l'Afghanistan, la Syrie, la Palestine, octroyer à minima des titres de protection temporaire. Ariane Derix, est-ce que la crise de l'asile ou la crise de l'accueil et la crise du sans-abrisme, c'est la même crise? Ou est-ce que ce sont deux choses différentes? Elles se rencontrent, évidemment. Elles se rencontrent. On ne peut pas... Les causes ne sont pas les mêmes. Elles sont multiples. Je dis toujours que le sans-abrisme, ce n'est pas un seul problème, c'est une multitude de problématiques. Je vais faire un très très gros résumé. Si on résolvait le problème de la gestion de faits d'asile, de la gestion de la politique d'asile, avec des procédures raccourcies, avec des titres de séjour délivrés rapidement, avec des gens qui sont réellement accueillis, est-ce qu'on ne ferait pas disparaître, mais est-ce qu'on ferait vraiment fortement baisser la crise du sans-abrisme à Bruxelles? On résoudrait une grande partie du sans-abrisme, en effet. Ça, c'est une certitude. On sait que c'est un nombre grandissant dans le public sans-abri de manière générale. Après, moi, je pense qu'il faut aussi se rendre compte et il faut que l'État se rende compte qu'on va continuer de voir arriver des personnes. Je veux dire, c'est pas un phénomène qui va cesser. On est dans des changements au niveau mondial qui font qu'on va voir arriver régulièrement des personnes pour des raisons économiques, politiques, de persécution, pour des raisons climatiques. Il y a des guerres. Et nous avons un devoir de les accueillir. Et je pense que ça va devenir très compliqué pour l'État belge de faire la leçon aux autres États. J'entendais encore le Premier ministre récemment qui faisait la leçon aux États européens qui ne font pas leur part.
part, qui ne prennent pas leur part. Quand un État comme la Belgique s'assied sur des décisions de justice comme celle de la Cour européenne des droits de l'homme, ça va devenir compliqué de faire la morale aux autres pays. Merci. Ariane Dirix, donc directrice de l'ILO Medicassou, porte-parole de la plateforme citoyenne Bruxelles Refugees. Demain, dans Plus d'actu, on parlera de complètement autre chose. On parlera de communication politique. Est-ce qu'elle est devenue aseptisée? Est-ce qu'on a le droit de faire de l'humour en politique? Qui décide du thème d'une interview avec des journalistes? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes politiques qui se retrouvent dans des émissions de télé-réalité? On parlera de tout ça avec Alain Raviard, il est communicant, et avec Salma Awash, qui est conseillère en innovation économique, mais qui a été aussi chargée de communication. Ce sera demain, donc à partir de 17h, et puis demain à 8h15 dans Bonjour Bruxelles, c'est Fabrice Kums, le bourgmestre d'Anderlecht, qui sera notre invité. Continuez à bien vous informer et à demain.